Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'On Your Marks. C'est un plaisir de vous retrouver. Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous rappeler que On Your Marks a la chance d'être en partenariat avec Distance. Vous connaissez sûrement déjà Distance, un véritable acteur du monde du running, avec des boutiques à Lyon, Paris, Copenhague, Iten et plus récemment au Japon. Mais Distance, c'est surtout et avant tout une équipe de passionnés, une sélection ultra pointue et des conseils de qualité pour vous aider à trouver l'équipement running qu'il vous faut vraiment. Pour célébrer ce partenariat, vous bénéficiez de 10% de réduction en boutique et sur le site avec le code OnYourMarks10, disponible dans la description de l'épisode. Cet épisode est aussi sponsorisé par Nomio, une marque de nutrition dédiée à la performance dans les sports d'endurance, qui accompagne certains des meilleurs athlètes du moment, comme Andreas Almgren, ancien détenteur du record d'Europe du 10 km. Grâce à leur soutien, cet épisode a pu voir le jour, donc vous pouvez retrouver directement les produits Nomio chez Distance ou sur leur site internet. Merci encore pour votre soutien et bon épisode. Salut Flavien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'On Your Marks. Je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui à mon micro. C'est notre première rencontre. Alors on s'était croisés en 2 spi, genre peut-être 20 secondes à Potchefstroom l'année dernière en Afrique du Sud. J'arrivais et tu repartais, donc on n'avait pas eu l'occasion de discuter. Et je suis hyper content aussi de pouvoir enregistrer cet épisode à l'INSEP. Donc derrière toi, là, il y a un fond qui laisse pas indifférent. C'est la halle de l'INSEP, là où beaucoup de demi-fondeurs s'entraînent. Donc c'est un super endroit. Moi je suis venu 2 fois et à chaque fois c'est un vrai plaisir de pouvoir repasser par cet endroit-là. J'avais eu la chance d'enregistrer un épisode avec quelqu'un que tu connais bien, François Chiron, et dont on va peut-être un peu parler dans cet épisode, et qui d'ailleurs court le marathon de Paris demain. Ouais, donc c'est ça. Là on enregistre l'épisode la veille du marathon, donc peut-être qu'il y aura un peu de délai entre la sortie de l'épisode et sa performance, mais donc on lui souhaite bon courage tous les deux. Ouais. Et en fait, je suis content qu'on fasse cet épisode parce que je te connais, je connais tes résultats. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui suivent le demi-fond et qui savent très bien qui tu es. Mais j'ai pas connaissance, et tu me l'as confirmé un petit peu tout à l'heure en off, que t'avais pas encore beaucoup parlé sur les médias. C'est vrai. T'avais pas eu l'occasion forcément de raconter qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais, un peu ton lien avec la course à pied. Et donc je te remercie de me laisser cette heure à peu près qu'on va passer ensemble pour avoir la primeur de ton expression. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Flavien, comment tu te sens, comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter? Ça va nickel, je suis rentré de Font-Romeu vendredi dernier. Ouais. On a enchaîné avec le 5 km de Lille samedi, et après on est rentré à l'INSEP tranquillement lundi. Là on a un petit 10 jours et on repart en Afrique du Sud jeudi prochain. Ok. Donc là c'est un petit peu... Ça n'arrête pas là. Ouais c'est ça n'arrête pas. Les rendez-vous, c'est un peu là. On a des rendez-vous un peu partout, l'INSEP, on continue l'entraînement, c'est un peu la course, mais ça va, c'est cool. Ouais, et puis t'as super bien couru à Lille en plus là. T'étais content, non? Ouais, franchement j'étais hyper content. Moi je venais pour 13h30. Ouais. Adrien venait pour un 13h20. Adrien, ton coach. Adrien, mon coach. Moi je me disais 13h20 c'est solide. Et finalement au feeling, j'ai amené la plupart du temps le groupe avec lequel je courais, je finis fort. Ouais. Du coup ça me fait 13-17, 4e perf de tous les temps, et le plus drôle c'est que je fais podium du coup français avec Jimmy et Yann. C'est énorme. Du coup c'était drôle et c'est ça, c'était sympa. Ah, c'est génial comme anecdote ça. Une ambiance de folie, enfin vraiment c'était un truc de fou. Ouais. Ça t'a fait quelque chose de prendre un départ d'une course où potentiellement il y a eu un record du monde. Enfin, malheureusement, Jimmy et Yann n'ont pas réussi à le taper, mais ça restera quand même une course d'anthologie, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, je m'entends super bien avec Jimmy, je m'entends super bien avec Yann, enfin avec tous les gars. Ouais. Et du coup, de les voir, de se dire que devant ils partent pour un potentiel record du monde, c'est ouf. D'être dans la même course, c'est encore mieux. Ouais. Après, moi, je l'ai vécu de l'arrière, forcément. Donc, quand je voyais pas trop ce qui se passait devant, mais ça a permis, je pense, de ramener beaucoup de monde. Et il y avait une ambiance, mais vraiment, je l'avais dit en interview après la course, c'était pareil que le virage Thibaut Pinot au Tour de France, quoi. Vraiment un truc de ouf. Ouais, c'est vrai, on a vu sur les images que en fait, sur la dernière ligne droite, ça se resserre vraiment fort. Et que limite on se demande mais comment vous allez faire pour passer alors qu'il y a tous les fans sur le côté qui poussent, qui allument des fumis, des trucs comme ça. Donc, ouais, vraiment c'était impressionnant, mais dans la course on a moins ressenti que les gens sont vraiment proches. Ouais. Mais quand on voit les vidéos on se dit mais truc de malade. Ouais, bien sûr. Et alors toi du coup tu fais 13-17, c'est un chrono de zinzin. Et je me suis demandé justement, c'est une question que je voulais te poser parce que
ce 5K, il est quand même... Enfin oui, il va rester anthologique dans l'histoire de l'athlétisme français, parce qu'il n'y a jamais eu autant de mecs forts sur un 5K. Toi, quand tu passes la ligne, tu sais très bien que devant il y a Jimmy, Yann qui potentiellement sont partis pour un record. Ouais. Est-ce que tu y penses un peu quand tu passes la ligne, tu vois, est-ce que ta première question c'est d'aller demander alors est-ce qu'ils l'ont fait et tu célèbres un peu toi après, ou alors en fait, tu es tellement concentré sur ce que tu fais que tu penses pas du tout à ce qui peut se passer. C'est pas mal comme question. Non, moi je passe la ligne d'arrivée, je regarde ma montre, je vois 13-22, un truc comme ça. Ouais. Je me dis, trop bien, 13-22 et tout. Et après, je vois Jimmy qui me dit, t'as fait combien ? Je lui dis 13-22, il me dit trop bien. Et je vois, il a la pancarte premier, je lui dis, et toi ? Il me dit, pas record du monde, mais 12-51. Ouais. Et moi, j'étais trop content que Jimmy gagne parce que. Les deux, je les adore, Jimmy et Yann, mais Jimmy peut-être un peu plus parce qu'on s'entraînait ensemble, tout ça. Du coup, forcément, c'était cool. Mais de voir qu'il revient 12-51 et tout, franchement, trop cool. Ouais. Dommage pour le record du monde, mais ça attendra, quoi. Ouais, bien sûr. Écoute, merci beaucoup pour ce petit point de comment ça va en ce moment. Flavien, écoute, moi je te propose qu'on commence simplement. Je vais être un peu générique dans mes questions pour l'instant, mais... Comme je disais en intro, t'as pas encore trop parlé de toi sur différents médias, on connaît pas toute ta vie encore. Bon, je vais pas chercher à tout savoir non plus, mais j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de qui tu es, d'où tu viens, comment t'as commencé la course à pied, d'où vient en fait cette passion. Parce que moi j'ai suivi forcément l'athlète depuis longtemps, mais j'ai l'impression en fait que t'as popé. Et je te vois sortir ex nihilo et arriver tout de suite en équipe de France, à l'INSEP, etc. Et je connais pas forcément bien le cheminement que tu as eu jusqu'à aujourd'hui, donc je veux bien que tu reviennes un petit peu là-dessus, m'expliquer un peu ton parcours de vie et comment tu as commencé à courir. Du coup, j'ai commencé au lycée, en seconde. Bêtement, un peu comme tout le monde, les crosses UNSS. J'avais une famille de sportifs un petit peu, mais léger. Du coup j'ai commencé comme ça, je me suis inscrit au club, je suis tombé sur un premier entraîneur incroyable, Patrick Després, à Castres, du coup à 1 heure de Toulouse. Parce que toi t'es de là-bas toi ? Ouais, c'est ça. Okay. Un entraîneur incroyable qui a formé pas mal de monde, qui a été entraîneur de Sophie Duhart, de bons athlètes comme ça. Et lui, il avait une physionomie, c'était une philosophie. Ouais. Il avait une philosophie. Lui, il avait une philosophie, c'était durer sur le long terme. Du coup, il m'entraînait vraiment tout doucement, en faisant vraiment les bases, tout ça. Du coup, dans les catégories jeunes, j'étais pas le meilleur. Je m'entraînais pas beaucoup par rapport aux autres. Et en 2019, j'ai commencé à avoir des résultats assez corrects. Et il me dit, on va faire un 5000. Donc, je fais un 5000. Je me qualifie au championnat de France junior. Je fais mon deuxième 5000 au championnat de France junior. Je fais vice-champion de France. Et alors que je m'entraînais par rapport aux autres, vraiment, je faisais vraiment rien. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit qu'ils ne s'entraînent pas beaucoup. Moi, c'était vraiment le cas. Et après, à la suite de ça, donc ça, c'était en juillet. En décembre, je fais les championnats d'Europe de cross. Et je fais 10e, premier français. Ok. Et là, toujours en m'entraînant vraiment pas beaucoup. Et je me rappelle même pour la petite anecdote, je discutais avec les gars de l'équipe et j'avais menti sur les séances que j'avais fait. Parce que je lui disais, mais à mon entraîneur, je disais, mais on fait rien là, comment on peut faire une perf ? Les gars, ils faisaient des 12 fois 1000, moi j'en faisais 3, des trucs comme ça. Et du coup, je fais 10e, vraiment un truc de ouf, trop bien. J'ai mon premier contrat avec ASICS à ce moment-là. Ensuite, je pars faire mes études à Toulouse. Je fais 4 ans à Toulouse. Et je commence à plus trop progresser de ma faute parce que manque de sérieux tout ça, et je m'entraînais tout seul et j'avais besoin d'intégrer un groupe. Du coup j'ai rejoint le groupe de Sophie Duhart en 2023, en septembre 2023, qui me fait passer de 3,38 à 3,34. Ouais, pas mal. Donc vraiment trop bien. Je m'entraîne avec Djilali, Alexa Lemitre, on avait un super groupe. Sauf que à la fin, Djilali ne s'entraînait plus avec Sophie, Alexa a arrêté l'athlé et moi je me suis retrouvé un peu tout seul et je voulais plus revivre ça. Et du coup je m'étais dit, là à ce moment-là je me suis dit soit je rejoins une structure, soit je peux plus continuer comme ça, soit j'arrête. Ouais. Et du coup je me suis dit je vais faire une pierre deux coups, je vais rejoindre Bérénice à l'INSEP. Ouais. Donc du coup j'ai contacté Adrien et François, ils étaient d'accord pour le projet. Riyad, mon agent, m'a soutenu. Donc du coup j'ai rejoint l'INSEP en 2024 à la rentrée. Et depuis, donc là on est en 2026 et ça se passe trop bien. Ouais, t'as l'air vachement... Enfin, déjà tu progresses. Déjà je progresse, je suis passé de 3,34 à 3,30 en un an. Ouais. Donc bon,
assez cool et l'ambiance dans le groupe. Bon, là, Jimmy et Odd ne sont plus là, mais c'était trop cool et tout. Donc franchement, trop bien et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Ouais, bien sûr. Et comment tu as su que... Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es un peu spécialiste du 15. Enfin, là, tu viens de faire un 5K à Lille, évidemment. Bon, on ne fait pas que non plus sa discipline, mais tu es quand même catalogué comme étant un champion du 15. Comment tu as su que c'était la discipline la distance qui te plaisait, qui te convenait? Tu as déjà essayé un peu d'aller plus court, plus haut quand j'étais cadet, j'avais essayé de faire du 800. Ouais. J'avais le résultat pas incroyable. Le 5000, j'étais pas mauvais, mais j'aimais pas ça. Trop long, beaucoup trop long. Et du coup, entre les deux, c'est le 1500. Et je me rappelle dès le début, Patrick, donc mon premier entraîneur, me disait le 1500, c'est vraiment pas ton point fort. Ok, c'est marrant. Ouais, c'est pas ton point fort parce que t'es meilleur sur le long et tout, mais j'aimais pas ça. J'aimais pas m'entraîner sur le long, j'aimais pas faire les compètes sur le long. Donc je me suis dit, ok, je prends le choix du 1500, c'est pas mon point fort, ça va être dur, mais j'ai envie d'y aller et là, je pense que c'est un choix qu'a payé et voilà. Mais je sens encore que je fais du 1500, je fais 3,30, mais je suis pas le plus rapide du peloton, enfin tout ça, et il faut que encore je progresse sur ça parce que c'est mes faiblesses et des fois je les ressens surtout en championnat, des choses comme ça. Ça tombe bien, j'ai plein de questions à te poser là-dessus après. Parfait. Parce que le 15, moi je trouve que c'est la distance la plus intéressante en ce moment, où il y a une telle densification au niveau mondial, au niveau français. Enfin, vous êtes, j'ai l'impression, 10 à pouvoir faire des énormes choses dans cette discipline. Donc ça va être, je vais avoir 2-3 questions à te poser là-dessus. Et il y a un truc moi qui m'intéresse là, dans ce que tu as dit, c'est le côté quand tu as commencé les études à être un peu seul, tu t'avais pas progressé parce que tu avais peut-être un manque de rigueur, tu disais des choses comme ça. C'est dur quand on est déjà fort à ton âge, avant que tu rentres en études, de continuer. Le fait d'ouvrir un peu vers la fac ou vers les études, rencontrer de nouvelles personnes, c'est ça qui t'a... En fait, j'étais à Castres, je vivais chez mes parents, donc un peu un adolescent, un enfant. Je sortais pas, tout ça. Je suis arrivé à Toulouse, première année, je fais le même chrono, 3,38. Puis je suis en école de commerce, je suis à Toulouse, j'ai des potes à moi à Toulouse. Toulouse, c'est une ville festive, donc forcément tu découvres la vie, la vie de jeune. Et donc tu sors un petit peu, tu sors un peu plus, t'es fatigué, donc tu sautes un entraînement. Moi, je disais pas à mon entraîneur que je sortais. D'accord. Et je me disais, je sors, j'assume. Du coup, j'allais faire les séances, j'étais fatigué, je récupérais pas. Enfin, vraiment que des trucs comme ça. Et du coup, forcément, tu progresses plus, ce qui est normal. Et après, je m'entraînais tout seul. Ils venaient me voir au début tous les mercredis. Sauf que du coup, les soirées étudiantes, c'était le jeudi, vendredi, samedi. Donc il n'y avait pas tout ça. Mais, et après, le fait de rejoindre Sophie, ça m'a vraiment fait du bien parce que moi, j'ai souvent, comme je dis, j'ai besoin d'être cadré. Et Sophie, c'était ça. Donc trop bien. Et ici, bien sûr. C'est le cadre. Et justement, donc là, je l'ai dit en intro, mais on est à l'INSEP. Donc tu as pu me faire un petit peu visiter. J'avais déjà vu avec François comment ça fonctionnait ici. Mais qu'est-ce que... Dans l'épisode avec François, on avait vachement parlé de ce que lui et l'entraîneur pouvaient apporter ici. Mais j'ai pas eu encore la partie athlète. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir à l'INSEP? Qu'est-ce que ça t'apporte? Là, tu parlais beaucoup de cadres. Quels sont en fait les avantages? Parce que généralement, vous êtes beaucoup d'athlètes de très haut niveau, potentiellement avoir fait les Jeux Olympiques, des championnats du monde, d'Europe, etc. Mais tout le monde ne vit pas à l'INSEP, tout le monde n'a pas fait ce choix-là. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu y es allé? Et qu'est-ce qui fonctionne en fait selon toi ici? Moi déjà, le plus gros, c'est les coachs. François et Adrien, c'est... Enfin, moi, ils m'ont fait passer de 3,34 à 3,30 en un an, donc je pense que c'est ce qu'il me faut. Après, tous les coachs ne vont pas à tous les athlètes et tous les athlètes ne vont pas à tous les coachs. Moi, vraiment, je pense que c'est avec eux que je vais continuer, que je dois continuer. Et après l'INSEP, pour l'entraînement, c'est tout optimisé. Moi, j'ai ma chambre qui est à 200 mètres de la halle. J'ai la cafétéria à côté. Je le dis souvent, on finit l'entraînement à 13h. À 13h10, on est à table, Et après, le kiné, c'est en dessous de ma chambre. J'ai 20 mètres à faire. Vraiment, tout est optimisé. On a le bois de Vincennes pour courir, pour tous les footings, toutes les sorties longues. Tout est optimisé pour la performance. Et en fait, on a une femme de ménage qui passe dans notre chambre, qui nous change les draps. Et on n'a rien à faire à part nous entraîner. Du coup, c'est bien, c'est un confort. Je pense qu'il faut pas non plus trop tomber dedans parce que c'est peut-être des fois trop facilitant. Il y a des gens qui viennent à l'INSEP, ils se disent c'est bon, je suis à l'INSEP, je vais performer, alors qu'il faut quand même s'entraîner. Mais du coup, je pense que les coachs, ils nous entraînent plus dur parce qu'ils savent qu'on a... Vous n'avez pas d'excuses en fait. En fait, c'est ça. On peut pas dire comme quelqu'un de normal, purée, je devais aller faire les courses et tout. Non, nous,
Nous, là, ce matin, j'ai fait ma séance, je suis allé manger cet après-midi. Théoriquement, cet après-midi, je pourrais rester dans ma chambre à faire la sieste et demain matin m'entraîner et dimanche après me faire la sieste. Ouais. En fait, on est vraiment tout optimisé pour ça. Donc, on n'a pas d'excuses et ils nous entraînent plus dur pour ça et voilà. Mais ça, ça, on en parlait un peu avant quand on préparait l'épisode tous les deux, mais justement, tu voulais revenir un petit peu sur le côté INSEP qui, on entend souvent un peu dans les médias l'INSEP, cette prison un peu dorée, tu vois, où tout est tellement optimisé, t'as tellement rien à faire en fait que tu pourrais passer H24 ta vie à l'INSEP. Toi, tu me disais avant d'enregistrer l'épisode que c'était important pour toi d'aller à l'extérieur, de voir du monde, de sortir, de bouger et tout. En plus, avec Bérénice, vous avez l'air d'être deux personnes qui ont une belle énergie, tu vois, enfin je sais pas comment le dire, mais à bouger, à faire plein de trucs et tout ça. Toi, c'est quelque chose vraiment que tu tiens à conserver dans ton cadre de vie? Ouais, c'est ça. En fait, moi, quand j'étais à Toulouse, j'avais tous mes potes et c'était tout le temps dehors. Tout le temps dehors, pas forcément à faire la fête, mais tout le temps dehors. Il fait beau l'après-midi, on sort en ville, enfin tout le temps. Je suis venu à l'INSEP, je me suis dit, en fait, moi, j'avais cette image de pour performer, il faut être un moine. Je suis venu à l'INSEP et tout l'hiver de 2024, je l'ai passé dans ma chambre. Je finissais l'entraînement, j'allais dans ma chambre, je faisais rien. Et mentalement, ça me faisait trop mal. Je performais plus l'hiver. Je suis rentré des États-Unis, j'avançais plus. Ouais. Et parce qu'en fait, mentalement, j'étais pas au bout du rouleau, mais en fait, ça me convenait pas. Et du coup, l'été dernier, je suis un peu plus sorti. Et là, moi, je travaillais avec un préparateur mental. Et on s'est dit que c'est pas ce qui me convenait. Du coup, il me dit maintenant, c'est d'abord ma vie, en gros, et après l'athlète. Je fais l'athlète à 100%, mais je sors, je pense de tout mon groupe d'entraînement, c'est moi qui sors le plus dans Paris, qui fait le plus de choses, mais moi j'ai besoin de ça. Moi j'ai besoin de ça pour m'aérer, parce qu'en fait à l'INSEP on est qu'entre sportifs, c'est-à-dire qu'on mange athlète, on dort athlète, le matin je déjeune avec des gars de l'athlète, je m'entraîne avec des gars de l'athlète, le midi je mange avec des gars d'athlète, le soir pareil, et moi j'ai besoin de sortir, de faire des choses. Du coup, j'ai des potes dans Paris, je vois ma famille dans Paris, et ça me fait du bien parce que c'est hors contexte, et en fait ça fait du bien de se rendre compte qu'il y a autre chose que l'INSEP, de sortir et d'aller dans Paris. Il y a des gens dans mon groupe d'entraînement, ils vont jamais dans Paris, alors que je trouve qu'on a de la chance on prend le métro, on est dans Paris, et je pense qu'il faut en profiter, et voilà. Mais après ça convient pas à tout le monde, donc et puis tout le monde n'a peut-être pas besoin de ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça assez intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à dire qu'un athlète pro, en fait, son travail, c'est peut-être la réalité, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais en fait, un humain normal, il travaille 8 heures par jour, quoi. Ouais, c'est ça. Donc après, il y a quand même aussi cette phase où tu peux faire autre chose, te divertir. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il faut le faire à bon escient. C'est-à-dire que là, par exemple, on était à Font-Romeu. Moi, on était à Font-Romeu, on était dans un cadre super. Moi, je voulais juste profiter, c'est-à-dire qu'Adrien, des fois, il mettait des footings. Moi, j'allais faire du trail, des trucs comme ça. Ou le dimanche après-midi, quand on a un repos, je leur proposais d'aller boire des cafés en haut des pistes en plein soleil, des trucs comme ça qui changent, et de profiter en fait de la vie. On est dans des cadres super. Quand on part en Afrique du Sud et tout, Font-Romeu, c'est trop bien. Ici, c'est trop bien. Du coup, de faire autre chose que l'athlète. Et moi, c'est ce qui me va, c'est ce qui me convient. Et j'ai besoin de voir autre chose et tout. Ok. Ouais, mais c'est cool en tout cas que tu aies ce témoignage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, peut-être que tu me contrediras, mais je trouve on est dans une phase un peu d'explosion du running. On voit qu'il y a de plus en plus d'amateurs qui prennent ça très au sérieux, qui limite ils consacrent un peu leur vie. Moi, je commence à avoir des potes qui font des mi-temps, tu vois, pour courir, des choses comme ça. Et je trouve que ça fait du bien d'entendre des athlètes pros qui disent que il faut courir, s'entraîner sérieusement dans la mesure de ce qu'on peut faire, mais qu'il y a aussi la côté qui est hyper important, et qu'il ne faut pas non plus être un moine borné et obtus sur... Ouais, c'est ça. Moi, ce que je dis à Adrien, il y a une athlète américaine qui avait fait un témoignage, elle avait dit que pour arriver au jeu, elle avait consacré toute sa vie, elle avait plus d'amis, elle faisait plus rien, plus de famille, elle voyait plus sa famille, plus rien. Elle a été championne olympique ou vice-championne olympique, et elle disait qu'en fait elle a eu sa médaille, et après tu te retournes et t'as plus rien en fait, t'es tout seul et tout ça. Et en fait moi quand souvent j'ai discuté avec Adrien, il me dit que être sportif de niveau, c'est vrai que c'est être égoïste aussi, mais moi je préfère être je sais pas, par exemple 4e, 5e, 8e au jeu, et avoir la vie que j'ai maintenant, voir mes potes, ma famille, aller manger dehors, prendre du plaisir quand il fait soleil, aller en ville, plutôt qu'être champion olympique et t'es tout seul. Ok, t'es champion olympique, bravo à toi, félicitations, mais si t'es pas heureux dans ta vie... Après, il y en a, ils adorent ça, ils ont plus d'amis, plus de famille, plus de famille. Ils sont à fond là, ça, un tunnel, ils sont champions olympiques, ils sont heureux, hyper heureux, ils ont rien à côté, et voilà. Après, chez chaque personne est différente. Ouais, mais ça fait écho, ce que tu dis là, ça fait écho à un épisode que j'avais enregistré il y a longtemps avec Quentin Malric,
où il racontait justement un peu ça, la fois où il est champion de France, ou alors où il fait son, alors j'ai plus le chrono en tête, mais peut-être 3,35 ou 3,34, je sais plus, où il lui manquait les 2 secondes là pour aller au jeu. Ouais. Et il dit, bah en fait, tu rentres chez toi, t'es dans ta chambre, t'es tout seul. Ouais, c'est ça. En fait, une fois que t'as quitté le stade, tout le monde s'en fout. Et... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, et on c'est fait un dur. sport où je pense qu'il faut le remettre à sa place. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils font de l'athlé, ils pensent que tout le monde les regarde, tout le monde est au courant et tout. Ouais. Mais en fait, on va pas se le cacher, on est personne. Ouais. À part un Jimmy qui sort d'un pari où il y a des gens qui le reconnaissent, tout ça, parce qu'il est champion du monde. Mais enfin, moi par exemple, je fais 3,30, j'ai la 14e meilleure perf mondiale de l'année 2025. Bravo, mais je suis personne. Ouais. C'est-à-dire que ça me laisse aucun passe droit. J'ai une vie normale, anormale, parce que je fais un métier pas courant. Ouais. Mais voilà On quoi. va pas t'arrêter dans la rue forcément. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, c'est pour ça que dans l'athlé, c'est un peu les gens qui sont à fond là-dedans, c'est un peu une sphère où ils se regardent que eux-mêmes, ils voient que ça, ils pensent qu'ils sont trop forts et tout, mais Ouais. bravo, t'es trop fort, ou par exemple, bravo, t'as fait un 100 mètres en 10 secondes 30, mais tout le monde s'en fout quoi. Ouais, c'est vrai. Et moi, il y a un truc que je trouve assez fou en ce moment, c'est la densification du niveau. Ouais. J'en parlais un tout petit peu avant, mais sur 15, je trouve que c'est exceptionnel ce qui se passe. Ouais. Là, il n'y a jamais eu autant d'athlètes français qui sont forts, qui battent des records. Le record de France est tombé il n'y a pas longtemps. Ouais. Toi, tu fais des chronos dont on aurait halluciné il y a peut-être 5 ans en arrière. Ouais, même il y a un an. Et voilà, c'est un truc de fou. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'un point de vue spectateur, parce que nous on Ouais. se dit ouais, c'est trop bien, les Français ils sont trop forts, on va peut-être avoir d'un jour un champion olympique sur 15. Mais j'imagine que quand tu es athlète c'est un peu différent. Comment est-ce que toi tu vis ça de l'intérieur, le fait de savoir que maintenant quand tu arrives sur un championnat de France, ou qu'il y a les sélections pour les Europes ou les mondes ou les JO, ce soit dur, vraiment vraiment dur, En fait, plus dur qu'avant même. Ouais, en fait, moi je pense que j'en discute avec François Adrien souvent. Ouais. En fait, il faut juste relever les curseurs. C'est-à-dire que déjà maintenant il y a les chaussures, il y a tout ça. Un 3,30 de maintenant, je pense que c'est un 3,33 de l'époque. Mhm. Et là maintenant il y a tout le monde qui fait 3,31. Enfin tout le monde, beaucoup de gars qui font 3,31. Du coup, je me dis, là maintenant, faut valoir 3,29 en fait. Ouais. Faut valoir 3,29, 3,28. Et en fait, il faut juste relever les curseurs. Et je trouve ça bien parce que ça nous tire vers le haut. Par exemple, je vois sur le 1500 féminin, où à l'époque, il n'y avait que Bérénice et Agathe. Ça stagnait, ça progressait pas. Il y a Adèle qui arrive, il y a Sarah. Ouais. Et là, d'un coup, ça fait des 3,58, 3,56. Et en fait, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. On le voit encore à Lille avec Jimmy et Yann et tout. Et c'est ce qui nous tire vers le haut. Et si on veut arriver à faire des médailles européennes, internationales et tout, c'est la confrontation, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est bien parce que ça nous permet de ne pas nous reposer sur nos lauriers, de toujours s'entraîner et toujours vouloir plus. Ouais. Du coup, c'est cool. Et comment tu vis, toi, le fait que... Alors, ça remonte à il y a un petit moment, mais tu sais, quand il y avait les minima annoncés pour certains mondiaux, voire même les Jeux Olympiques, où en fait maintenant, tous les 2 ou 3-4 ans, les minima ils explosent parce qu'en fait il y a tellement de niveaux que ça augmente. Enfin, le niveau augmente tellement qu'en fait ils sont obligés de relever les curseurs. Je me souviens la première fois qu'il y avait eu un vrai gap d'amélioration de durcissement des minima. Ça avait fait un peu un mouvement de panique, tu vois, chez les athlètes, en se disant là, si on prend le bilan actuel, il n'y a aucun Français qui va sur 10 000, qui va sur 5 000, il y en a peut-être un qui va sur 15 et encore. Et au final, il y a eu beaucoup de gens qui ont réussi à passer ça. Toi, tu y crois un peu à cet effet que à 100%. On est un peu la moyenne du peloton, et si le peloton il augmente, moi je vais aussi progresser. Ouais, 100%. Par exemple, quand les minima pour Tokyo ils sont sortis, 3,32,09. Ouais, c'est ça. Tout le monde s'est dit, mais c'est impossible. Pourquoi personne va y arriver et tout. Au final, il y en a 8 qui le font. Donc, en fait, on s'entraîne juste plus dur. Et c'est mieux parce que si les minima c'était 3,33, on se serait contenté de faire 3,32,50, 3,32,0. Moi, par exemple, j'aurais peut-être pas fait 3,30,70, faire des trucs comme ça. Du coup, c'est bien. Et à un moment, si on veut des médailles, il faut viser des médailles. C'est-à-dire aller en grand championnat pour prendre de l'expérience avec des minima faciles et tout. Moi je vois pas trop d'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut mieux faire des minima forts, on envoie des gens forts et point final. Après, courir vite ne signifie pas être bon en championnat. Par exemple, on voit il y a des Français... On l'a même bien vu avec Jacob aussi à Paris. Ouais, exactement. Donc c'est deux choses différentes, mais courir vite c'est important aussi. Et toi tu penses que tu es plutôt un coureur rapide ou un coureur de championnat ? Pour l'instant un coureur rapide. Parce que en championnat j'ai pas démontré de grand chose. C'est la vérité. J'ai su aller vite mais pas mon championnat, mais le plus important c'est de faire des places en championnat. Y en a qui font 3,27 qui se font sortir en série,
bah, bravo, mais au final, ce qu'on regarde, c'est un championnat, quoi. Ouais. C'est que tu sois vice-champion olympique en 3,33 ou en 3,27, t'es vice-champion olympique Ouais, bien sûr. ou champion olympique. Du coup, moi, je veux progresser, c'est en championnat. Là, le chrono que j'ai, il me satisfait pour cette année. C'est-à-dire que j'ai dit à Adrien, l'année prochaine, je veux pas forcément courir plus vite. Mais Tu veux courir mieux, ouais. Je veux courir mieux. Du coup, on a modifié un peu la stratégie. On s'est dit, on va faire plein de meetings pour gagner. Pas pour courir vite ou quoi. Ok. Pour gagner. Du coup, ça change les choses et c'est mieux. Ouais, bah c'est vrai qu'on se rappelle un peu de la finale avec Centrobitz où c'est la finale du 15 la plus lente de l'histoire. Ouais, c'est Je pense ça. que c'est dans 3,46 ou un truc comme ça. Ouais. Je sais plus exactement, j'ai plus le chrono en tête, mais et pourtant on se souvient de lui comme étant le champion olympique. Ouais, c'est ça. Final, En fait, il faut juste faire des médailles. Enfin, il faut juste faire des médailles. Ouais. Oui. Non, mais On la ressortira, c'est celle-là. le plus important, quoi. C'est Ouais. le plus important et de base, la course à pied, c'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée. Au final, Ouais. c'est de gagner une course, c'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée. Ouais. Du coup, il faut revenir aux fondamentaux et Toi, c'est un peu une question à la con, mais tu préfères battre le record de France d'Asdin un jour ou être champion d'Europe, champion du monde ou champion olympique sur 15? non, une médaille. Ouais, une Franchement, médaille. Mais en fait, un truc tout bête. L'année dernière, je gagne à Montreuil, je fais 3,32. Ouais. Et je fais 7ème à Paris en 3,30. Mais mon plus beau souvenir, c'est Montreuil. De gagner. En fait, D'accord. de gagner, c'est un Ok. truc. C'est trop bien. Ouais. Du coup, d'être champion olympique, je préfère être champion olympique que recordman du monde. Ok. Parce que déjà, un record. Par Tu seras exemple, battu. avant El Guerrouj, on sait pas qui. Enfin, moi, personnellement, je sais pas qui c'était. Ouais, c'est vrai. Et un record, c'est effacé en fait. Alors que le champion olympique de, je sais pas moi, 2016, on s'en rappelle. Ok. Et tu penses là, un peu en intuition, tu penses que cette année ça va encore progresser, encore et encore et encore, parce que on voit un petit peu j'ai l'impression que ça dépend vachement du contexte économique, social. Tu vois, la course à pied, il y a eu un gros moment de down un peu Ouais. en 2010-2020, on va dire avant le Covid, où il y avait moins de licenciés, il y avait le champion de France du marathon, tu vois, c'était 2,14, quelque chose comme ça. Ouais, Donc ouais, c'est sûr. il y a une période un peu de creux. Ouais. Là, ça augmente. Toi, tu penses que ça va continuer à augmenter indéfiniment là pendant En fait, au moins pendant c'est marrant quelques parce années? que je la pose souvent. Je l'ai posé à Adrien, à François. Ouais. Et en fait, moi, je sais pas. Franchement, sur 1500, il y a des gens qui me disent que cette année, le niveau, il va rester pareil. Mhm. Il y en a qui me disent que ça va régresser. Il y en a qui me disent que ça va augmenter. Ok. Et moi, franchement, j'en ai aucune idée. En fait, je sais pas comment les autres s'entraînent. Ouais. Moi, je sais comment moi je m'entraîne. Ouais. Mais les autres, j'en ai aucune idée. Et je sais pas. Franchement, Faudra s'adapter quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que pour mon cas et pour beaucoup de monde, moi, je veux juste courir plus vite que l'année. Enfin, gagner le plus de courses possible. Mhm. Les autres aussi, est-ce qu'on sera préparé? Franchement, je sais pas du tout. Ok. Et ben ça me fait une bonne transition sur la préparation parce que j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur comment tu t'entraînes. Ouais. Alors le but c'est pas de rentrer en détail, je vais pas te demander forcément Tous mes qu'est-ce que plans. tu fais le mardi, qu'est-ce que tu fais le samedi matin, etc. C'est pas ça moi qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt de comprendre un petit peu. Alors François, j'avais déjà fait un épisode avec lui où il m'expliquait comment lui fonctionnait dans sa manière d'entraîner. Ouais. Toi tu es en co-entraînement avec François et Adrien, Ouais. c'est un vrai binôme qui t'entraîne. Ouais, c'est ça. Dans le groupe à l'INSEP, alors il y a une bonne dominance de 15, de demi-fond, Ouais. mais vous faites pas tous les mêmes distances, Non. pas tous les mêmes disciplines. Du coup, l'idée c'est plus de comprendre avec toi comment en fait tu structures un peu l'entraînement. Comment est-ce que selon toi tu expliques que tu es vachement progressé par rapport à avant? Qu'est-ce que tu as changé en fait depuis que tu es arrivé ici? Quelles sont les forces on va dire de l'entraînement de François et Adrien? Et que tu nous racontes un petit peu dans les grandes lignes on va dire. Ok. Du coup, en fait, il faut savoir, de septembre à avril, je m'entraîne 95% avec Luc, le baron. Ouais. Et moi, j'aime bien parce qu'il est meilleur que moi sur le long, je suis meilleur que lui sur le court. Donc, on se complète. Et en fait, on fait un tronc commun à peu près. Et après, en avril, on attaque le spécifique, chacun de son côté, lui sur 6, moi sur 15. Donc ça, c'est vraiment à peu près comment ça se passe. Mhm. Et après, nous, les semaines d'entraînement, c'est on fait 2 muscu dans la semaine. Une VMA, nous on fait pas de double seuil. Ouais. On est anti ça. Ouais, c'est Moi, je suis c'est vrai. anti ça. J'avais noté ça qu'à l'INSEP, il n'y avait pas forcément trop de double seuil. Moi, ça m'intéresse pas. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est courir, mes sensations et accélérer en fin de séance. Ok. Et même quand François il nous prend les lactates et tout, moi ça m'énerve parce que si je suis bien, laisse-moi tranquille en fait. Non, mais en fait, ouais, moi j'aime pas trop ça, le truc de t'es haut en lactate, ralentis et tout. Parce qu'en fait, des fois t'es haut mais t'es bien. Ouais. Donc pourquoi ralentir?
Il y en a qui font l'entraînement contrôlé et tout. Nous, on fait l'entraînement contrôlé aussi, attention, mais on n'est pas dans double seuil, tout ça. Moi, j'aime l'expression me mettre au carton. J'aime bien ça, moi, une fois par semaine au moins, finir fort. Ouais. J'adore ça. Et là, par exemple, on a fait lundi muscu, mardi une séance, mercredi on a fait une footing, jeudi muscu, vendredi un peu de seuil. Mais nous, le seuil, on fait par exemple 2 fois 5 km, des trucs comme ça, ou 2 fois 15 minutes, des choses comme ça. Et après, par contre, quand on arrive dans le spécifique, là, on envoie des spé costaud. assez méchantes. Et là, par contre, ça devient plus dur. Là, ça va être quand on va être en Afrique du Sud. Là, l'entraînement, il va être vraiment plus dur. Moi, je fais pas beaucoup de kilomètres. Je suis à 110, 120. Ouais, ce qui est pas énorme pour un professionnel qui a le temps de faire ça. C'est pas énorme, mais c'est pas mal de qualité. Parce que c'est sûr que si jamais tu fais que du contrôlé, tu pourrais faire 200, mais si jamais tu mets des cartons. Mais moi, je veux pas. Typiquement, quand j'ai fait 2 fois 5 km, c'était à 3,10. À la fin, j'étais bien, j'ai fini à 3,5. Ok. Et je sais qu'Adrien il va rien me dire parce que je finis pas mort main sur les genoux. Non, c'est facile. Du coup, moi je suis plus dans ça, dans les sensations et tout ça. Des fois, c'est arrivé qu'il me pique et je me sens pas bien. Il me dit ralentis, alors que les lactates sont hyper bien, tout ça. Ok. Du coup, moi je préfère privilégier les sensations de l'athlète plutôt que tout ce qui est lactate, BPM, tout ça. Et tu te connais bien au fur et à mesure, parce que tu parles de sensations. Des fois, je sais pas, tu vois, on a des sensations qui sont un peu contradictoires, ou alors on part trop vite, on part trop doucement, etc. Toi, au final, là, tu commences à avoir une bonne précision dans ton retour. Non, franchement, c'est compliqué. Quand si Luc était là, il rigolerait. Quand on fait des séances que on fait toujours une rep chacun. Quand c'est moi qui dois amener, c'est un peu brouillon. C'est un peu compliqué. Par exemple, si on fait un 400 en 1-0, moi je peux faire 27 et 33. Ouais, d'accord. Des choses comme ça, mais en fait, on se rend compte qu'on pense se connaître, mais peut-être pas. Par exemple, des fois, je fais des séances, je dis à Adrien là, des 400 par exemple, assez rapide. Je dis à Adrien là, je suis cuit. Il me dit non, on peut en faire un autre. Et finalement, tu as fait un autre et tu le passes en fait. Okay. Du coup, c'est important que les coachs ils nous connaissent bien aussi. François et Adrien, même des fois, on fait un petit jeu quand il nous pique au lactate. Je dis à François, vas-y, combien je suis en lactate pour voir si t'es bon. Et ils se trompent jamais. Donc, ils nous connaissent aussi, donc c'est ce qui est important. Mais moi, je trouve ça cool aussi c'est un sujet alors moi j'ai jamais rencontré Adrien, donc j'ai pas son point de vue là-dessus, mais avec François on s'est vu plusieurs fois et je trouve ça cool parce que on a un peu une submersion de la méthode norvégienne double seuil, tu vois, tout le monde veut en faire. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un biais, c'est que beaucoup de coachs ont switché complètement leur méthode sans avoir le fondement scientifique qui va avec. Et pour moi, tu suis pas une méthode du jour au lendemain alors que t'as pas forcément de recul. Et je trouvais ça assez positif de discuter avec des athlètes comme toi, avec des coachs comme François, où François, j'ai pas l'impression qu'il critique la méthode norvégienne, mais il dit que c'est pas ce qu'il veut faire lui. Non, en fait, nous on a un truc qui marche. Ouais, voilà, et ça marche. Et pour le coup, ça marche aussi. Jimmy, il a fait aucun double seuil de sa vie. Il a fait champion du monde. Qu'est-ce que François et Adrien ils ont approuvé quoi. Bien sûr. Et je sais qu'il y a des gens qui critiquent notre manière de s'entraîner, que c'est trop dur, machin et tout. Nous ça marche. Moi j'ai fait 3,34, 3,30. Anaïs elle a fait une 56, Bérénice elle a fait 4,3. Ouais, le groupe se porte bien quoi. Ouais, c'est ça. Nous on s'en fout franchement. Il y a des gens qui font du double seuil, ça marche pas. Il y en a qui en font. Nous on s'en fout. Moi j'ai pas énormément de connaissances à l'entraînement. Ça veut dire que Adrien il me dit tu fais ça, je fais ça. Je vais pas être là à dire. C'est une question que je voulais te poser. Moi je leur fais confiance à 100%. Que ce soit François ou Adrien quand ils me disent, est-ce que c'est de la confiance, mais est-ce que tu es curieux? C'est-à-dire, tu vois, quand tu discutes, parce que généralement il y a des athlètes, tu vois, alors j'avais déjà un peu sorti ça dans l'épisode avec Félix, mais il dit il y a des athlètes qui sont insupportables en mode ils questionnent tout, pourquoi c'est 10 fois 400 et pas 9 ou pas 8, etc. Pourquoi c'est 67 et c'est pas 68. T'en as où en fait c'est un peu des robots. Ils voient le plan, ils courent, ils se posent pas de questions. Nous dans le groupe on a tout. Et t'en as qui sont un peu curieux, tu vois, en mode j'aimerais bien construire un peu ça, je pense qu'il faudrait faire ça, etc. Toi t'es comment toi, un peu comme nous athlète? Dans le groupe il y en a un qui questionne beaucoup, énormément, qui rend fou. Je vais pas dire son nom sinon lui qui va s'énerver. Et après non, moi je suis. Ils me disent fais ça, tu fais ça. Des fois je demande mais pour savoir, en mode pourquoi on fait ça, mais pas en mode critique, juste de savoir pourquoi. Mais je leur fais confiance à 100%. Là, sur le plan de la semaine, je fais exactement ce qu'ils me disent. Vraiment. Mais parce que moi, je m'adapte et j'adapte en fonction de
du moment. C'est-à-dire Ok. que si par exemple j'ai 1 heure à faire demain et que toi tu viens me voir, tu me dis j'ai 1h15, bah je vais faire 1h15. Ouais, ok. Enfin, je suis le plan à la lettre, mais je suis pas non plus fermé à. Ouais. Et Adrien, des fois, s'ils me disent s'il y a des modifications et tout, je fais. Ok. C'est dur ou pas, l'entraînement? Parce que y a des gens, je sais pas, Nico Daru, que je connais bien, tu vois, des fois il me dit bah non, l'entraînement c'est pas dur. Enfin, avant qu'il rencontre voilà. François, Ouais. il me disait non, mais l'entraînement c'est pas dur, on n'est pas à la mine, on n'est pas. Non, en fait, On est il pas y au a front plusieurs types. Ceux qui font de l'entraînement contrôlé vont te dire bah non, c'est trop bien et tout. Ouais. Nous, avec François Adrien, tu fais un truc dur tous les jours. Ouais. À la fin de la semaine, t'es cuit. Ok. C'est pas compliqué. Bah là, on est samedi. Ouais. Vivement Moi, dimanche, quoi. Ouais, j'ai trop mal aux jambes. Ok. Là, je suis cuit. Mais je leur fais confiance. Et des fois, à 6 jours de la course, t'es cuit. Ouais. Et tu dis, mais comment je récupère là? Ils disent, ouais, t'inquiète, ça va le faire et tout. Moi, je leur fais confiance. Mais ouais, des fois. Et nous, l'entraînement, c'est dur. Ouais, c'est dur. Franchement, ouais. Anaïs qui fait du 8, elle finit souvent la tête dans la poubelle. Ouais. Même moi, je finis vraiment souvent au carton des trucs. Ça arrive dans la saison où on fait la séance à 17h. Ouais. À 19h30, je suis couché et plus de son, plus d'image. Ok. Et franchement, ouais, non, nous, l'entraînement, c'est dur et c'est costaud. Ouais. Ouais, je trouve ça intéressant parce que on voit souvent, il y avait Alice Azarbo sur Safe Place, je crois, le Ouais. podcast de Hugo Clément qui revenait un peu sur l'adage, tu sais, 80-20, il faut courir doucement pour courir vite. Elle disait qu'elle n'était pas d'accord avec ça. Ouais. Moi, ma conviction, c'est que je suis pas trop d'accord avec ça non plus. Et je trouve que c'est cool aussi d'entendre des gens qui disent bah non, l'entraînement tout est dur. C'est dur un peu tous les jours et à la fin on est cassé et pour autant vous progressez, vous êtes parmi les meilleurs. Donc Ouais, c'est ça. Nous, avec la philosophie de François Adrien, c'est on a un truc qui fait mal aux jambes tous les jours. Ok. Soit c'est, je sais pas, de la vitesse. Le lendemain, on va faire muscu. Après, on va faire séance. Et en fait, t'arrives jamais à la séance. Là, quand on a fait la séance, on a fait 20 x 300. La veille, on a fait une muscu force max où tu prends des barres de squat à, je sais pas, 200 kg. Ça veut dire le lendemain, t'arrives, t'es cuit. Ouais. Et tout le temps, c'est ça. Avec lui, qu'on est là à l'échauffement, on dit mais comment Vous boitez à l'échauffement. Ouais, des trucs, tu te dis mais comment là je vais faire la séance. Ouais. Et finalement, ça passe parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et moi, depuis que je suis Adrien, il y a pas avec Adrien et François, il y a pas une seule séance que j'ai pas fait. Ok. Où c'était trop dur et tout. Ok. Et justement, j'aimerais bien qu'on avance un peu sur la partie plutôt invisible de l'entraînement. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on court, en fait, on ne fait que courir. Mm. Mais tu le dis, il y a de la musculation, il y a de la récupération, il y a aussi de la nutrition, etc. Vous, c'est des composantes que vous maîtrisez à 100%. Muscu, nutrition, récupération et tout. Rien n'est laissé de côté, en fait, ici. Un peu. La muscu, 100%. Ouais. 2 fois par semaine, on fait la réathlétisation. Ok. C'est des exos. En fait, on travaille des exos du corps importants, mais qu'on ne travaille jamais. C'est-à-dire, on va faire les pieds, les fléchisseurs de la hanche, les adducteurs, enfin des trucs comme ça qu'on n'a pas l'habitude de bosser. Récup, ici à l'INSEP, on a bain chaud, bain froid, accès au kiné pour les massages et pour les soins. Ouais. Et l'alimentation, nous à l'INSEP, en fait à l'INSEP on a la cafétéria. Ouais. Du coup tout est sain. Mais après à côté on peut se faire plaisir. Ouais. Mais après toujours pareil, c'est pour revenir à ce qu'on disait, moi j'aime bien me faire plaisir. C'est-à-dire là quand on était à Font-Romeu, on se faisait des côtes de bœuf, des trucs comme ça, des trucs sympas. Et là quand on est à l'INSEP, moi je mange souvent dehors, Ouais. au restaurant avec ma cousine, des choses comme ça, où je me fais plaisir. Je me fais pas entrée, plat, dessert et 5 verres de vin et tout. Non, juste des petits plaisirs comme ça. Et ça fait du bien pour l'équilibre mental. Mais la nutrition, j'essaye de faire attention en saison. En saison, je fais vraiment attention. Je me fais un plaisir par semaine où on mange vite fait dehors, des trucs comme ça. Mais après, à l'INSEP, c'est beaucoup de légumes, tout ça. Ouais. Et là, que c'est l'intersaison, c'est un peu plus plaisir. Ouais, mais j'ai un copain qui dit souvent que bon, lui c'est pour la bière. Moi je sais pas si on a le droit de parler de bière sur les médias comme le mien, mais Moi, je pense. il dit des fois il vaut mieux aller se prendre la petite bière qui va te... Oui, tu vas peut-être perdre 1% sur la fin de la semaine, Ouais. mais ça va tellement te faire du bien de t'aérer la tête, de boire ta petite bière plaisir qu'en fait tu vas gagner 5% de performance sur le long terme parce que t'es pas là à te dire oh putain. Ouais, c'est ça. Par exemple, j'ai couru samedi à Lille. J'ai fini mort. Dimanche, j'étais hyper fatigué. Lundi après-midi, il faisait un temps magnifique. Je suis allé me promener avec ma cousine. Il faisait grand soleil. J'étais hyper fatigué. Ouais. Mais je me suis dit, bon allez, je me motive un petit peu. Il fait mais vraiment un temps magnifique, t-shirt et tout.
Et au final, le soir, en fait, tu rentres, t'es même pas fatigué parce que t'as tellement récupéré mentalement. Ouais, t'as fait un truc que t'aimais, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que de rester enfermé dans la chambre à faire la sieste, peut-être que c'est mieux pour le corps, peut-être que c'est mieux pour certaines personnes, mais moi, c'est pas ça qu'il me faut. Ouais, bien sûr. Donc là, par exemple, cette semaine, j'ai eu aucun jour de repos. Et j'ai juste samedi après, mais dimanche après. Là, je suis fatigué, c'est la fin de semaine. Mais c'est sûr que cet après-midi, je vais aller en ville et demain après-midi aussi. Ouais, parce que ça aère l'esprit et ça fait pas du bien aux jambes, mais ça fait du bien à la tête. Donc, je pense il faut gagner sa journée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, c'est la partie un petit peu plus un peu sponsoring de l'épisode, mais t'es aussi athlète Nomio. Ouais. Donc c'est une marque qu'on commence à voir pas mal arriver sur le marché français. On la connaît grâce à Almgren surtout, qui était ancien recordman d'Europe du D-Born et qui en était le principal ambassadeur. Maintenant, Nomio sponsorise pas mal d'athlètes en cyclisme, en sport d'endurance, etc. Ils ont une équipe de vélo autour de France. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai qu'ils ont sorti l'annonce là il y a pas longtemps, je crois. Trop stylé. Et donc j'avais fait un précédent épisode avec Félix où justement on parle un petit peu de ça. Et donc Félix Bourg, lui, il est coureur de marathon. Ouais. Toi, bon, t'es pas encore. Non, on verra peut-être un jour, mais t'es pas encore là-dessus. Et justement, moi, je voulais savoir comment est-ce que toi tu utilisais Nomio, parce que il y a un peu un double effet. En tout cas, Nomio revendique un effet plutôt récupération. Ouais. Et Félix me disait que lui, c'est plutôt pour ça qu'il l'utilise. Ouais. Mais il y a aussi un effet plutôt lactate, tamponner un peu le lactate, ce genre de choses-là. Comment est-ce que toi, en tant que coureur de 15, tu utilises les shots de brocoli qui propose? C'est quoi un peu moi je fais veille de la course, je prends un shot avant de me coucher. Jour de la course, je prends un shot 3 heures avant. Et le soir de la course, je reprends un shot. Et quand nous on a les plans à la semaine, et quand il y a des jours où ça va taper, je prends un shot de Nomio 3 heures avant la séance. Et en fait, moi j'aime bien parce que c'est sain. C'est du brocoli pressé à froid avec du citron et du sucre. Donc rien de... pas de chimique, quoi. Rien de chimique. Et en fait, moi, j'aime bien assimiler... le goût, il est spécial. Et moi, j'aime bien assimiler ça à l'entraînement ou à la perf. Et je me dis, quand j'ai ce goût dans la bouche, c'est que bientôt, il va falloir y aller. Ah oui, d'accord. Tu te fais une genre de petite activation sensorielle où c'est comme si jamais t'entends un bruit spécifique, t'as été conditionné à te dire là, il va falloir envoyer, quoi. C'est ça. Et moi, j'aime trop parce que déjà, c'est des légumes et tout. Donc, trop bien. Moi, je fais un petit effet quand même. Franchement, quand je fais mon record, tout cet hiver, ça tamponne le lactate. À l'heure actuelle, beaucoup de gens parlent que du bicarb. Moi, je prends pas de bicarb. Cet hiver, j'ai pris que du Nomio. J'ai battu tous mes records. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, j'aime trop. C'est facile d'utilisation. Tu pars en compète, t'as 3 fioles dans ta valise. Trop simple. Et l'équipe de Nomio, c'est trop cool. Moi, je suis un petit peu managé par Evan Yeager, donc un peu stylé. C'est cool, ça. Un peu stylé, ouais. Le gars, il m'envoie des messages comme ça, normal, 8h du mat. Salut, c'est Evan. Je montre à Luc. C'est marrant, je savais pas qui bossait chez eux. Ouais. Et fallait peut-être pas le dire, je sais pas. Peu importe. Hein. Et trop stylé. Genre, l'équipe, elle est trop bien. On a un groupe et tout. Et le design, je le trouve cool. Et franchement, j'aime trop. Moi, il m'accompagne, il me sponsorise. C'est trop bien. Encore mieux. Mais je pense que s'il m'accompagnerait pas et tout, je consommerais aussi parce que j'adore. Franchement, je sais pas, c'est... Est-ce que des fois, tu vois, alors là je sais pas forcément si tu as la réponse à la question, tu peux monter un peu plus haut dans tout ce qui est production lactate et du coup, techniquement, ça te permet d'aller plus vite, plus longtemps avant que tu sois mort. Est-ce que toi, des fois, tu décides de faire certains entraînements sans? Parce que tu vois, on pourrait se dire, aujourd'hui, il faudrait que je sois vite en production de lactate, ou en fait t'en es pas encore à ce stade-là et tu prends un peu de temps. En fait c'est une très bonne question, c'est un débat que je préfère ne pas penser. En fait, quand je discute avec mes coachs, ils me disent les trucs comme ça c'est bien, mais ça peut entre guillemets annuler les effets de l'entraînement. C'est-à-dire en gros nous ce qu'on cherche c'est des adaptations. C'est-à-dire que ça j'en discute souvent avec François, on va faire une grosse muscu. On va prendre des prods de sa par récup, on va pas faire de bains froids, de massages, tout ça, parce qu'on veut que le corps se régénère tout seul pour s'habituer. Et du coup, si on l'aide trop à récupérer, après il est dans une facilité le corps. Du coup, moi sur les spé, sur certaines spé je prends, c'est-à-dire là on part en stage 3 semaines et il y a des enchaînements, je vais prendre. Mais, tu vas avoir la valise pleine. Je vais. Mais quand ça va être vraiment une spé, l'aspect du stage, parce qu'il y a toujours la séance du stage, là je vais pas prendre.
ni avant ni en récup, pour que le corps il crée des adaptations et qu'il se débrouille à récupérer, quoi. Ouais, en vrai c'est intéressant. Enfin, pour moi c'est pas du tout négatif ou positif, mais c'est le même. Je trouve on peut avoir le même raisonnement qu'avec les chaussures carbone, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, là j'ai l'impression que le volume de tout le monde augmente parce que les chaussures le permettent. Mais en fait, on pourrait très bien peut-être avoir les mêmes adaptations avec des chaussures moins bien. Ouais, c'est ça. Nous, chez Oka, on a une pointe de 800-1500 qui est exceptionnelle. Ouais. Moi, je cours avec en compète. À l'entraînement, je la mets très rarement. Ok. Je mets la pointe de 3000-5000, qui pour moi est moins bien, parce que je fais du 800-1500. Mhm. Du coup, je me mets un peu dans un inconfort. Et je sais que quand je vais sortir la pointe du 800-1500, c'est beaucoup mieux. Ok. Et du coup, j'aime bien ce petit truc de changer, de passer un gap en compète. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Ok. Ah bah écoute, top. Et bah justement, ça me fait là aussi une bonne transition. Tu me les sers sur un plateau. Je voulais qu'on parle un petit peu de ton actualité et de la suite. Parce que tu as eu une actualité qui est quand même assez riche. Tu as changé d'équipementier. Oui. Tu as rejoint Oka. Ouais. Oka qui a monté un groupe à Paris, à l'INSEP très récemment. Nouveau club aussi. Nouveau club, et l'ouverture de la saison de piste qui commence dans pas si longtemps que ça. Là, tu vas aller à Font-Romeu et ensuite à Poitiers du Sud. Ouais. Et après, quand tu reviens, tu vas faire quoi? Tu vas faire les interclubs? Interclub à Montreuil, avec mon club Annecy. Ouais. Oui, c'est marrant. Moi aussi, je vis à Annecy, donc c'est vrai que ça m'a fait marrer de voir que tu as signé. En fait, je cherche un club parce que j'étais à Paris au RMA, ça s'est un petit peu mal passé. Ouais. Quentin Arbonnier, qui travaille avec mon agent, m'a dit Annecy, on est en élite A, super projet. Mm-hmm. Viens parler au président et tout ça. J'ai rencontré le président, trop gentil. Ouais. Les membres du bureau, trop gentils. Du coup, je dis en avant. Ils sont trop cool. Et du coup, je fais les interclubs avec eux à Montreuil c'est cool, ça. Le 17 mai sur 1500. Ouais. Donc ça va être cool. C'est là. Après, on rentre le 15 d'Afrique du Sud. Le 15 au soir, il y a le concert de Jul au Stade de France. Ça sera pas optimal. Mais non, ça va être trop cool. Et du coup, trop bien. Et au cas, j'ai fait. Du coup, j'étais chez ASICS. J'ai fait 4 ans chez Nike. Ouais. Et la dernière année, j'avais un petit peu un sentiment de lassitude, envie d'être acteur de mon projet un petit peu. Et je lui disais à mon agent et tout ça. Et on savait pas trop. Et il y a Oka qui est venu frapper à la porte. Et je me suis dit, c'est la marque incroyable parce qu'ils sont en train de se développer. On va pouvoir être acteur de ça. Moi, sur mon contrat, il y a marqué que je dois participer au développement des points. Enfin, trop cool. Ouais. Du coup, ils sont vraiment à l'écoute. On fait une compète, ils regardent la compète. Tous les membres du bureau d'Oka, ils regardent la compète, ils nous envoient un message. Enfin, trop bien. Du coup, trop cool. Et c'est ce qu'il me fallait pour... Moi, j'aime bien les petits trucs de renouveau comme ça. Du coup, trop bien. Okay. Et en plus, ils ont signé... Bérénice, ma copine. Ouais, c'est du cool. coup, trop bien. On se suit et tout. Donc vous pouvez vous prêter les chaussettes, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est cool. Et le fait aussi de signer à Annecy, alors, je trouve que c'est un club qui a une actualité aussi très riche parce que t'es pas le seul athlète à avoir signé ces temps-ci. Il y a aussi Fabien Palco, Romain Legendre, il y en a plein d'autres, des mecs très très costauds qui ont signé. C'est quoi le projet en fait là parce que Annecy a été un club qui pendant quelques temps était un peu dans le dur, tu vois, il n'y avait pas forcément une super dynamique. Là en fait ils ont fait une entente avec Aix-les-Bains. Du coup là ils sont en élite A. Le projet cette année c'est de faire une bonne place en élite A. Et après il y a une petite surprise pour 2027 que vous verrez. Mais c'est le projet, c'est ça. Et on a des bons athlètes en demi-fond, je pense. Je pense qu'on est l'un des meilleurs clubs de France, chez les gars en tout cas. Moi ça m'étonne pas. Enfin, Fabien Palco, Romain Legendre sur 3000, moi sur 1500 et je crois que l'autre athlète aussi c'est solide. Sur 800 on est solide. Je pense que Fabien Palco ils peuvent faire, ils peuvent faire 1 et 2 aux interclubs. Nous sur 1500 on peut faire 1, 2, 3, enfin un truc de fou. Donc franchement c'est pas mal et l'ambiance du club elle est... Et en fait moi c'est ce qui me manquait. J'étais au club Orema à Paris, il n'y avait pas d'interclub, pas trop d'esprit famille. Et en fait, c'est ce qui me manquait. Et moi, quand j'étais à mon club à Castres, les interclubs, c'était la compète, fallait être là, trop bien et tout. Et là, il y a ce nouveau truc. Et du coup, je suis trop content. J'ai trop hâte de faire les interclubs le 17. Si jamais un jour tu passes à Annecy, on ira boire un café. Allez. Et en plus, j'imagine qu'on n'a pas parlé, mais l'hiver, il y a les crosses. Ouais. Honnêtement, moi, sur le papier, alors moi, je suis pas au club d'Annecy. Mais je m'entraîne avec tous les gars d'Annecy et je connais bien. Ouais. Honnêtement, sur le papier, l'année prochine, alors il y a les histoires de mutés, les choses comme ça. Il y a plus, en fait, cette année on voulait faire, sauf qu'on est tous mutés donc on pouvait pas faire les France de cross. L'année prochaine, sur cross long ou cross court,
Je pense que Il y a une sacrée équipe qui on peut pourrait faire se un truc monter, pas trop mal. Ouais. Ouais. Je pense que Fabien Romain, ça peut faire podium. Ouais. Moi, si je fais une course correcte, je peux rentrer dans les 20, dans les 30. Ouais. Et après, les autres gars aussi. Donc, Il y a Gatien il y a Herriot, Gatien, il y a il y a- Ghislain, il y Ouais, c'est ça. a Victor Moreau aussi qui sont monstrueux. donc je là-dessus, pense donc, que pour nous sortir, on verra. falloir se lever tôt. Ouais. Ouais, c'est génial. Et donc là, tu pars à Poche jeudi, c'est ça? Ouais. Et c'est quoi un petit peu l'objectif de ce stage là? C'est vraiment préparer les interclubs ou c'est les interclubs, c'est un point de passage un peu obligatoire dans la saison et en fait il faudra être plus fort plus tard Moi, tout je ça. fais ma rentrée fin mai. Ouais. Sur 1500 en meeting. Mhm. Le stage, ça va être. Là, on a fait beaucoup de foncières. La preuve, j'ai fait 13-17 à Lille, beaucoup de foncières. Je me sens pas rapide, pas affûté, pas comme il faut. On va aller à Poche, on va Ouais. bien travailler tout ça. Et ça va être le stage préparatoire de la saison, parce qu'après la saison, elle est riche cette année. Ouais. Il y a beaucoup de compètes, donc ça va être vraiment ça. Interclub point obligatoire, mais content. Oui, Content parce ouais. que ça va être un peu. Je disais Adrien, maintenant, il n'y a plus de courses où on peut se tester. En Mhm. fait, là, la moitié des courses, c'est des Diamond League, des Meeting Gold, enfin, au pire des Silver. On peut pas se tester sur des trucs comme ça. Et là, aux Interclubs, c'est vraiment la course où on peut se tester, on peut tenter des choses. Moi, j'ai envie de réessayer de prendre du bicarb. J'ai envie de réessayer aux Interclubs, pourquoi pas, Ouais. de faire des choses comme ça. Et moi, j'aime bien même mettre des plans tactiques, je sais pas moi, faire un gros dernier 500, un gros dernier 200, Ouais. enfin des trucs comme ça. Et cette course, je pense qu'elle est importante, et surtout au niveau élite, il y a tout le monde, quoi. Il peut y avoir des Pauls, tout le monde. Donc Mhm. c'est trop bien, et en plus à Montreuil. Ouais. Donc vraiment c'est à, je sais pas, 10 c'est à- minutes ouais, de c'est à chez 10 toi. minutes de l'INSEP, donc Ouais. franchement trop bien. Ah, c'est cool. Et oui, parce que là, à Poche, est-ce que tu vas... Ça, c'est une autre question aussi que je voulais te poser un peu sur l'entraînement, mais la saison est très longue. Ouais. Enfin, en plus, pour vous, ça commence vraiment à s'éterniser. Enfin, des Ouais. fois, on vous voit courir jusqu'à fin août avec les championnats, les courses, les dernières Diamond League, etc. Donc, c'est... Pour un amateur, grosso modo, mi-juillet, c'est plié. Ouais, nous Alors, c'est. on commence peut-être un peu plus tôt, Ouais. mais on finit beaucoup plus tôt que vous. Vous, ça va à rallonge. Mm. Est-ce que là, déjà à Poche, tu vas commencer à faire du travail très spécifique de 15 ? Parce que on dit souvent, si tu commences trop tôt à faire du SP, tu peux être vite cramé. Ouais. À Poche, ça va être quoi ? Ça va être déjà des SP15, des choses comme ça, ou un peu chill encore là-dessus et... En fait, moi, ce qui m'a fait progresser avec Adrien, et c'est ce qu'on va refaire à Poche, c'est le secteur 2000. Ouais. En fait, j'ai beaucoup travaillé mon secteur 2000. J'en ai fait un l'année dernière, j'en ai refait un cette année. Mhm. Et on bosse à fond le secteur 2000 parce que je pense que c'est trop délaissé dans le 15. Moi, ce qui m'a fait passer un cap, c'est la caisse. On se rend pas compte de la caisse qu'il faut pour faire un 1500. Et je pense que beaucoup de gens progressent pas à cause de ça. Le secteur 2000-3000, il est impressionnant. Enfin, Ouais. on voit un gars comme Mehdi Bala, il avait fait 4,53 au 2000 et une 43-800. Et lui, c'était vraiment un coureur de 2000 en fait. Il était monstrueux sur 2000 et c'est pour ça qu'il était bon sur 15 aussi. Mhm. Mais très bon sur 15. Ouais. Mais ouais, nous on va beaucoup faire ça. On va faire un peu de spécifique et quelques SP8 aussi, histoire de bien bosser le tout, quoi. Ok. Eh ben écoute, je te propose qu'on passe maintenant aux questions des auditeurs. Allez. Alors, On j'avais a le mis- nom des auditeurs ou pas? On peut les donner, ouais, on peut les donner. Donc j'avais mis une story où en gros je disais que j'allais faire un épisode avec toi et que c'était le bon moment pour poser des questions. On a la première question, alors c'est assez varié, hein. On a Mathis qui te demande quel est ton burger préféré à l'Ermitage. Ouais, en fait l'Ermitage c'est un truc de burger à fond en main. Ouais. Et ils sont trop bons. Et du coup on en mange tout le temps. Et j'aime très beaucoup les burgers. Et on en mange, en stage on en mange, selon les coachs on en mange un par semaine, selon nous c'est 3-4 par semaine. Du coup, ouais. Il y a une question de Isma qui te demande quel est ton skin Fortnite préféré. Ouais, c'est mes potes qui je joue à Fortnite parce que je suis toujours en contact avec eux, mes potes du sud. Ouais. On joue beaucoup à Fortnite. En fait, ça permet de rester en contact. Et tout. Du coup, c'est cool. Et pareil, c'est pour. Parce qu'en fait, moi, je fais pas la sieste. Ça me saoule de faire la sieste. Ok, Du coup, pendant que tout le monde est à la sieste et qu'il pleut, il n'y a rien à faire. Du coup, je joue à la play. ok. On a une question de Clara Chamaillou qui demande est-ce que tu te rappelles où tout a commencé un peu le... Alors j'ai pas forcément en si peu de caractères, c'est compliqué d'avoir la vraie question, mais en gros je crois que sa question c'est est-ce que tu te rappelles le moment où tu t'es dit je veux faire de la course à pied et je veux que ce soit mon métier et je veux rien faire d'autre. Que ce soit mon métier, je sais pas du tout. En fait, Tu te souviens pas j'ai commencé mes études, j'ai fait un master en école de commerce.
j'ai fait ça parce que je savais pas trop quoi faire. Et à la fin, je me suis dit, c'est chaud. Non, pas c'est chaud, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Ouais. Et j'avais un premier contrat Nike qui me permettait pas de vivre. Et du coup, entre guillemets, pas je survivais, mais j'étais là, quoi. Ouais. Et là maintenant, non, je pense que c'est depuis 2024 où je loupe les minima pour les jeux à 1 seconde. Et je me dis, en vrai, 1 seconde, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Ouais. Et du coup, après, je suis venu à l'INSEP. Et à l'INSEP, je me suis dit, là, faut que j'en vienne. Ouais, faut et en fait, quoi. j'ai fini, ça s'est trop bien fait parce que j'ai fini mes études en juillet 2024. Ouais. Et j'ai fait ma rentrée à l'INSEP en septembre 2024. Du coup, ça s'est tout enchaîné et j'ai pas eu de moment à rien faire. Ouais, t'as pas eu de flottement en fait. T'as fini la saison, bam, d'arriver et hop, terminé. Ouais. Et heureusement, j'ai pas eu de flottement, sinon mes parents ils m'auraient dit d'aller bosser. Et on a une question aussi de Roman qui demande. Attends, je relis la question. La question, c'est qu'est-ce que tu feras après ta carrière ? Dans le sens où on s'intéresse beaucoup à ce que font les athlètes pendant qu'ils sont en carrière, etc. Mais on fait un sport où on peut pas non plus être performant jusqu'à 40 ans. Bon, peut-être qu'on va commencer à voir des athlètes qui sont vraiment forts longtemps, mais grosso modo, à 40 ans, t'es un peu obligé de raccrocher le côté professionnel. Moi, ça va pas durer jusqu'à 40 ans. Tu t'arrêteras avant ? Moi, je m'arrêterai avant, parce que envie de voir d'autres choses. Mon père, depuis que je suis petit, me dit que je vendrais des photocopieurs. Du coup, je sais pas. Mais non, je sais pas. T'as jamais réfléchi à ça ? Non. En fait, j'ai un master. Ouais. Et j'aime bien. Moi, j'aime bien la vie. Du coup, je sais pas, je ferais commercial, des trucs comme ça, des trucs où on voit des gens, on profite, on va boire des coups chez les clients. Okay. Des trucs comme ça, mais franchement, je sais pas. T'as pas forcément envie de rester dans le monde du sport ? Pas du tout. Okay. Moi, le jour où je ferme les portes de l'athlète, c'est fini et j'arrête tout, je cours plus. Au pire, je me mets au vélo parce que j'aime bien. Ouais. Mais c'est sûr que je cours plus et je veux pas être là à 35 ans à continuer à galérer à faire les minima, à être... Non, mais par exemple, tu vois, tu pourrais très bien te dire, ok, je raccroche ma carrière professionnelle, je suis plus coureur, mais j'entraîne ou alors... Tu gères un staff d'équipe ou tu restes avec un pied dans l'athlétisme ou dans le sport. Au pire, j'irai dans un autre sport. Okay. J'aime beaucoup le rugby, le vélo, tout ça. J'aimerais bien être dans un autre sport, au pire. Ouais. Mais en fait, le monde du sport, c'est le monde de l'athlète où, comme on disait au début, c'est que des gens qui pensent qu'ils sont les rois du monde. Alors que, non. Du coup, c'est pas des gens que j'ai envie de côtoyer plus tard. Ouais, c'est pas un milieu en fait qui te plaît plus que ça. Non, c'est ça en fait. C'est trop. Non. D'accord. Non, mais c'est intéressant, je trouve. Parce qu'on voit beaucoup d'anciens sportifs qui se reconvertissent et qui restent un peu là-dedans, et en même temps, c'est vrai. Il y en a qui pourraient très bien décider de ne pas faire ça, et je trouve ça intéressant. Après, je te dis ça maintenant, on est en 2026, ça se trouve en 2028, en 2029, ça se trouve je serai président de la Fédé, je sais pas. Ouais, c'est clair. Bah écoute, Flavien, merci beaucoup pour ton temps et d'avoir répondu à toutes mes questions. Moi, j'ai passé un bon moment avec toi, c'était vraiment vachement cool de pouvoir faire ta connaissance. Donc j'espère que toi aussi. Juste avant qu'on s'arrête, j'ai 2-3 petites questions à te poser pour conclure l'épisode. La première, c'est est-ce que, donc là tu fais du 15, tu fais un peu de 5000, d'autres choses, etc. Est-ce qu'il y aura quand même une partie de ta carrière où tu voudras aller tester du semi, du marathon, du trail, tu vois, des choses comme ça, ou c'est pas prévu ? Du semi, non, du marathon non plus. En fait, je trouve ça cool l'ambiance quand tu fais un marathon, genre là dans les rues de Paris, incroyable. Mais la prépa du marathon... Nous, on voit, avec nous, il y a Valentin Gondouin. Je vois ses plans d'entraînement passer. Genre horrible. Genre le dimanche, quand il fait 30 bornes tout seul au bord de la mer. Ouais, en plus, c'est vrai que lui, il est tout seul. Non, franchement, non. Trail, j'aimerais bien. Ok. Moi, j'aime trop Kylian Jornet. Je suis trop fan de lui. Mais pareil, le trail, on se rend pas compte, mais c'est tellement dur. Du coup, peut-être en trail, mais doucement. Ok, un petit format, quoi. Petit format, Ok. Et est-ce que avant qu'on s'arrête, tu as t'as un message à faire passer aux auditeurs qui écouteraient ce podcast ? En général, c'est une question que je pose à la fin, c'est si jamais t'as un dernier mot à dire, un message pour quelqu'un, tu vois, qui pourrait écouter, ou alors à des gens qui alors, je vais faire une dédicace. Ouais, vas-y. Hein. Non, merci aux personnes qui me soutiennent au quotidien, à mes coachs, à mon préparateur mental, à Maury, à ma copine Bérénice qui est toujours là pour moi. Et je pense que je dois beaucoup de mes performances à elle, parce que elle est toujours de bons conseils, genre tout le temps, elle a tout le temps raison.
m'accompagner Comme au toutes les quotidien. femmes, les femmes ont toujours mais raison, elle, hein. vraiment, c'est un truc de fou. Ouais. Et là, à l'heure actuelle, j'ai signé un contrat avec Oka pendant 4 ans. Je pense qu'elle y est aussi parce que si j'ai fait 3,30, elle fait partie de l'équation. Autant que mes coachs et peut-être même voire plus parce que au quotidien, quand je finis l'entraînement, que je pars et que je vois plus Adrien François, je suis encore avec elle. Ouais. Du coup, vraiment. C'est le 3e coach. Ouais, c'est le 3e coach. Et après, mes parents, tout ça qui me soutiennent depuis petit, ma famille, Tata Yasmina et tout ça. Énorme. Écoute, merci beaucoup Flavien. Merci à toi. Bon départ en stage à Poch. Ouais, merci. Et puis cours bien pour le club d'Annecy aux interclubs et on se verra sans doute sur certains meetings Ok, cet trop été. bien. Merci à plus, à toi. ouais. Salut. Ciao. Top.